Si vous êtes pris au dépourvu, vous pouvez toujours acheter un timbre numérique sur l'application.
Bonsoir et bienvenue à tous les auditeurs de l'émission Peuple du Rhône. On se retrouve comme chaque soir pour une nouvelle quotidienne dans laquelle on va éplucher l'actualité lyonnaise et on reviendra sur les dernières news des Bleus en cette veille de match. Je remercie les auditeurs qui sont parmi nous ce soir, qui ont liké et partagé. Voilà, vous étiez pas nombreux, il est un petit peu tard, c'est vrai. Damien, Greg et Adil, normalement, devraient être là ce soir pour ceux qui ont répondu à la présence. Comment tu vas, Damien? Ça va et toi? Salut Ouais, tout le ça monde. va, ça va. Ah, t'as mis un fond d'écran là derrière, c'est quoi celui-là? Putain. Ouais, c'est la photo qu'ils avaient mis pour Ah avant le oui, match. ouais. Ouais, il est chouette le montage là, ouais. Ouais. Top. Voilà, autour de l'équipe de France, bien entendu, on le sait, un supporter lyonnais, communauté lyonnaise, vous appréciez pas forcément ce qui se passe en équipe de France, vous aimeriez voir Corentin Tolisso et d'autres joueurs. On se contente malheureusement de Barcola ou de Malo Gusto et également de Ryan Cherki en équipe de France et tout ce qu'on peut faire. On sait que Didier Deschamps, son contrat voilà, se termine, on connaît la date ou pas normalement après la Coupe du Monde 2026, il me semble. Ouais. Voilà, à l'issue de la compétition. Voilà, donc sur ça, déjà, est-ce que selon toi, Damien, il est temps pour Didier Deschamps qu'il laisse le flambeau et qu'on passe à autre chose? J'accepterai. Alors, qui laisse le flambeau, oui, parce que il a pris l'équipe de France depuis 2012. Maintenant, rien n'empêche que Didier Deschamps, pour moi, restera le plus grand sélectionneur de l'équipe de France. Quand tu fais 2014, quart de finale de Coupe du Monde, 2016, finale de championnat d'Europe, quand tu gagnes la Coupe du Monde 2018, en 2020, bon, il se gourre un peu au championnat d'Europe éliminé par les Suisses. 2024, finaliste face à l'Argentine. Voilà, il a un gros bilan, 107 victoires, 34 nuls, 28 défaites en 167 matchs. Voilà, ça reste pour moi le plus grand sélectionneur qu'on ait eu en équipe de France. Il faut pas oublier où était l'équipe de France en 2010. Elle était dans un bus. Donc voilà. Après, oui, je pense que voilà, il est temps pour lui de passer le flambeau. On espère tous Zizou, bien sûr. Mais oui, oui, il est temps qu'il passe le flambeau. On verra après la Coupe du Monde 2026 en espérant que ça se passe bien. Voilà, maintenant il a ses joueurs, il a ses têtes, il a ses choix, on le sait tous. Mais ça n'empêchera pas que ça restera un grand sélectionneur de l'équipe de France. Hmm. On a le retour de Greg avec une caméra excellente par rapport à d'habitude. Ouais, On se sent les plutôt amis. bien là. Franchement, c'est Ça va? top. Les auditeurs qui remercient. Je suis Cela enfin sorti de la douche, ça a pris du temps. Ça paye TikTok, hein? Hein? Ça paye TikTok du coup, hein? En effet, en effet. Non, mais c'est même pas mon nouveau téléphone, c'est parce qu'en fait, j'ai enlevé comment dire, la vitre de protection. Et en fait, Ah, je l'ai toute remise, et voilà. Mon nouveau téléphone, il arrive demain, donc. ah bah ça va. Mais Alors, oui, nous c'est sommes vrai que également c'est en cool. libre antenne, en simultané. Ceux qui veulent monter, participer à ce débat, n'hésitez pas. Vous aurez la parole également. Greg, voilà, on parlait du débat, on parlait de Didier Deschamps. Il est temps qu'il laisse le flambeau. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Bah, c'est il a fait son temps, il a fait son job. Maintenant, pour moi, c'est terminé. Voilà, c'est comme un joueur. Il reste un certain nombre de temps dans un club. Après, faut qu'il parte. C'est pas qu'on veut ou quoi, mais c'est que voilà, là, Deschamps, on veut. Moi, je suis le premier à vouloir. Mais voilà, il a fait de son temps. Puis surtout que ça se passe pas très bien depuis quelques temps. Pour moi, l'équipe de France n'a pas les résultats escomptés avec la qualité, le réservoir qu'on a. On n'a pas les résultats escomptés. Je parle sur la globalité. Bien sûr qu'il a été champion du monde. On a gagné, voilà, on a fait des demi-finales, des finales, ok. Mais pour moi, on pourrait faire mieux. Puis c'est surtout dans le jeu. Moi, c'est le jeu, quoi. À la limite, on aurait ces résultats-là, mais il y aurait du beau jeu. Tu te ferais plaisir, tu te régalerais, une touche de balle, tac tac, tu vois. Ok. Là, le jeu, il est horrible. Il est horrible. Il n'y a pas de jeu. C'est toujours à l'arrache. Enfin voilà quoi. Et puis ça ne paye plus. Au début, ok, ça a marché une fois, deux fois, mais après voilà, ils y trompent plus personne. Hmm. Voilà mon avis là-dessus par rapport à Didier Deschamps. Ouais, ça fait un moment que j'ai du mal à suivre ces matchs. J'étais un grand passionné de l'équipe de France en même temps que l'Olympique lyonnais quasiment. Étant jeune, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de joueurs lyonnais qui étaient sélectionnés en équipe de France. À l'époque, il y en avait énormément. Et on peut comprendre pourquoi.
Depuis Didier Deschamps, on va dire que il y a des choix qui sont faits qui sont pas compréhensibles. Là où moi je lui en veux, c'est lorsqu'on lui pose des questions, on lui demande pourquoi il sélectionne pas un tel ou un tel ou un tel, et finalement il est toujours entre les gouttes d'eau, il répond pas précisément. On dirait que c'est une énigme un petit peu que tu dois résoudre. T'essayes de savoir certaines choses. Pour moi, c'est quelqu'un qui manque de sincérité, qui s'exprime pas assez face à la presse. Et lorsqu'il s'exprime face à la presse, il manque de sincérité. Et en plus de ça, il donne envie de dormir, clairement, parce que ça manque de rythme. Je suis là, je me fais chier à regarder des confs de presse. Enfin, je sais même pas qui c'est qui les regarde encore aujourd'hui, les confs de presse de Didier Deschamps. On essaye de tomber sur des résumés, des passages pour essayer de comprendre. Mais quoi qu'il arrive, sur ce coach-là, bien entendu qu'il a fait de belles choses en équipe de France. Il a remporté une Coupe du Monde. C'est quelque chose de grand. Il a fait de l'équipe de France quelque chose, on va dire, de compétitif. Mais là, au fur et à mesure des années, on a l'impression qu'il perd un petit peu le fil. Que les équipes qui sont alignées ne sont pas cohérentes. On voit beaucoup de joueurs qui jouent pas à leur poste. On comprend pas vraiment ce qu'il veut faire. Et il continue à faire confiance, entre guillemets, à des joueurs qui sont censés être représenter plus une famille que les meilleurs joueurs à qui joue à travers l'Europe français. Donc en fait, il a surtout envie de garder les mêmes joueurs. On a vu Olivier Giroud pas mal de temps. Bon, lui, il a répondu présent. Il a su mettre des buts au moment où on pensait que c'était fini pour lui. Il a appelé des joueurs voilà, qui étaient inutilisés ou des joueurs dont il a toujours fait confiance, Kolo Muani et tout ça, même lorsque ça allait pas du tout. Voilà, je comprends pas ce coach-là. Je suis un petit peu dégoûté et forcément que j'observe pas autant les matchs de l'équipe de France que vous. Ce qui va se passer demain soir, il y a le match du coup entre l'équipe de France et l'Ukraine pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Moi personnellement, je vais observer ce match-là et on pourra faire le débrief juste après. Il y aura une libre antenne dans laquelle vous pourrez parler. Ce sera à 23h, de 23h à minuit avec les auditeurs qui veulent débattre sur ce match-là. Il n'y a pas de souci. Vous voulez vous exprimer, les gars? Vous êtes énervé, vous avez la rage contre Didier Deschamps et tout ça. Vous pouvez venir dans la libre antenne et le dire. Ça peut être dès maintenant également. Vous pouvez vous exprimer avec nous. Voilà, donc autour de Didier Deschamps, ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder la liste des sélectionnés en bleu. On l'avait déjà parlé, donc voilà, Chevalier, Maignan, Samba, Digne, Gusto, Hernandez, les deux Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano, Doué, Koné, Rabiot, Tchouaméni, Thuram, Akiliouche, Barcola, Cherki, Dembélé, Mbappé, Olysée et Thuram. Voilà, donc dans cette liste, on a des joueurs qui sont déjà pas mal confirmés, Maignan, on a les Hernandez, les frères Hernandez qui sont là, alors eux, on peut comprendre aussi. Je regarde un petit peu la liste et je vois encore des joueurs expérimentés qui sont là. Tchouaméni, Désiré Doué, bon, ça fait un moment qu'il s'impose en équipe de France. On a Dembélé qui est là aussi depuis longtemps. Mbappé, bien entendu, le capitaine de l'équipe de France. On va en reparler d'ailleurs. Olysée et Thuram. Voilà, au niveau des joueurs un peu, on va dire, qui sont un peu plus une surprise dans cette sélection, selon vous, ça peut être qui? Alors je regarde, il y a Akiliouche. Akiliouche, il manque d'expérience encore en équipe de France, mais pour son talent, il est là. Je peux comprendre. J'observe un petit peu là. Selon vous? Ta liste est fausse. Cherki n'est pas là, c'est Ekitike, et Saliba est pas là, blessé. Et c'est Pavard qui l'a remplacé. Donc ouais, déjà il y a des... Ah ouais. Ça c'est la première liste. Ok. Après il y a eu deux blessés. Cherki, on sait qu'il était blessé. Et Pavard a remplacé Saliba aussi. Rabiot est là parce que en fait il n'était pas là au rassemblement quand il est arrivé parce qu'il passait sa visite médicale, Deschamps l'avait dit, pour aller au Milan. Mais donc après Rabiot est pas là non plus du coup. Si, il est là, il est là en fait. Okay. Sauf que quand il arrive au rassemblement, il n'était pas là parce que le jour même c'était la fin du mercato et il devait signer au Milan, donc il passait sa visite médicale pour le Milan, donc il était absent pour ça. Après, sur les choix de Deschamps, comme je dis à chaque fois, de toute façon, Deschamps a ses têtes. Deschamps aime bien, voilà, il a des préférences en termes, on va dire, humaines de joueurs que au niveau football. Donc voilà, on sait, c'est Didier Deschamps, il nous reste 1 an avec lui. Comme j'ai dit, merci pour tout. Maintenant, sur la liste, moi, je suis content que Tolisso y soit pas, j'ai envie de dire, parce que voilà,
Il faut pas qu'il se blesse. Si on perd Tolisso à Lyon, ça peut être très compliqué pour nous quand même au milieu Au de vu terrain. de notre effectif qui est restreint Voilà. quand même, ouais, c'est... Donc voilà, même si j'aimerais bien voir Tolisso en équipe de France, bien sûr. Mais pour nous, c'est bien, les gars. Honnêtement, c'est bien. Donc voilà, après, Kliouche, ça fait du bien. Kliouche, il mérite aussi d'être dans la liste. Donc voilà, après, Ouais. on verra sur le terrain. Alors sur le match demain face à l'Ukraine, Didier Deschamps devrait préférer Désiré Doué à Magnès Akiliouche pour le premier match qualificatif des Bleus pour la Coupe du Monde 2026. Voilà, donc il devrait rester globalement fidèle à ce qu'il a travaillé cette semaine à Clairefontaine. Ousmane Dembélé, lui, il n'est pas à 100% et c'est Désiré Doué qui part favori pour le remplacer du coup. En l'absence de William Saliba forfait, c'est Dayot Upamecano qui est attendu en charnière centrale avec Ibrahima Konaté et Lucas Digne sur le flanc gauche qui devrait être préféré à Théo Hernandez. Au milieu, il y a Manu Koné qui devrait être aligné aux côtés d'Aurélien Tchouaméni. Adrien Rabiot, lui, débuterait sur le banc. Kylian Mbappé serait titulaire en pointe, soutenu par le trio Désiré Doué, Michael Olysée et Bradley Barcola. La compo probable du bleu, du coup, pour vous résumer. Donc c'est Maignan au but, Koundé, Konaté, Upamecano, Digne en défense, Tchouaméni, Koné, Doué au milieu, Olysée, Barcola et Mbappé devant pour animer l'attaque des Bleus. Alors sur cette équipe, là, sur ce 11 qui pourrait être aligné, les points forts, c'est bien entendu l'attaque. Je pense énormément de talent avec Mbappé, Barcola et Olysée. En défense, est-ce qu'on est plutôt bon parce que Didier Deschamps indique pour Konaté, il lui reste encore une bonne marge pour que ce soit satisfaisant en équipe de France. Ou pas Mécano, on a l'impression qu'en charnière centrale, on se cherche un petit peu. Il y avait 5 buts encaissés face à l'Espagne dernièrement. Donc voilà, c'est défensivement qu'on doit se rassurer, mais normalement, c'est la qualité première de Didier Deschamps, le secteur défensif, et on manque d'animation offensive et on n'est pas assez créatif devant pour marquer des buts. C'est généralement ça le souci. Ce qui manque à Didier Deschamps, c'est N'Golo Kanté. Enfin, on prenait très peu de buts à l'époque parce que Kanté faisait tout le boulot au milieu de terrain. Non, c'est notre milieu de terrain pour moi, qui fait défaut à l'équipe de France parce que Upamecano, Konaté, je veux bien qu'on les incrimine, mais comme je dis à chaque fois, le collectif pour être c'est défensivement, c'est le collectif. Au milieu de terrain, voilà, il manque un N'Golo Kanté pour moi. Ça partirait en 4-2-3-1, Tchouaméni, Koné, tu parles du milieu de terrain, Tchouaméni et Koné en deux milieux défensifs là, et Doué un peu plus haut. Ouais. Après, Tchouaméni, moi j'ai toujours des réserves sur lui. Je trouve qu'au Real, il s'est un peu perdu. Tu m'as dit quoi, Tchouaméni? Ouais, le milieu du coup c'est Tchouaméni, Koné et Doué. Doué c'est un milieu offensif, je pense. Ouais, Doué, c'est un milieu offensif. Koné, il a fait une belle saison en Italie. Greg, il pourra le dire parce qu'il suit bien la Serie A. Koné, je pense que ça reste un très bon joueur. Il peut que progresser. Je crois que Lyon était même dessus au bout d'un moment. Mais après, à voir. Greg, du coup, sur Koné, il est en forme en ce moment? Écoute, moi j'ai pas trop suivi les pré-matchs de la Roma, mais c'était pas mal niveau résultat. Je sais que c'est un milieu de terrain qui est important pour Gasperini dans le milieu de terrain de la Roma. Donc je pense qu'il est en forme, c'est un grand mot, mais je pense qu'il a bien débuté sa saison. Et en tout cas, de toute façon, lui, on voit que c'est quand même un peu la nouvelle génération des milieux de terrain, qui c'est un peu box-to-box, c'est un peu tout faire, qui a quand même du talent dans les pieds, je trouve. Donc je trouve qu'il commence à s'installer un petit peu et ça sera peut-être lui qui sera, entre guillemets, le grand gagnant des affaires Rabiot, Guendouzi qui n'est pas appelé en toute logique. Donc, Tchouaméni, Kamavinga qui sont souvent blessés. Donc ce sera peut-être lui le grand gagnant et peut-être la surprise. Donc c'est intéressant de le voir. S'il est titulaire demain, ce sera intéressant de le voir. Et concernant l'attaque, on va parler un petit peu de ce brassard de capitaine aussi pour Kylian Mbappé. On va dire, j'ai entendu un propos également de Kevin Diaz dans l'after qu'on va pouvoir réécouter. Donc je vous le mets directement. Sur ces deux dernières phrases qui pour moi sont c'est le résumé de ce qu'est un sportif de haut niveau, un footballeur dans l'évolution de sa carrière ou de ce qu'elle peut être. C'est qu'il ne suffit pas
d'avoir une marge de progression. Il faut être ouvert à l'apprentissage. Non, mais la question c'est. Non, je te dis, il faut Est-ce qu'il a il faut envie de être- le faire, mais est-ce qu'il en est capable aussi? Non, C'est une question. c'est pas être capable. Tout le monde est capable de progresser. Il faut être ouvert à l'apprentissage. Et pour être ouvert à l'apprentissage, il faut être lucide sur tes qualités, mais aussi sur tes axes d'amélioration. Parce que Walid dit fermer des bouches. Ça, c'est une expression. Elle est naze. Elle est naze, cette expression. T'as à fermer des bouches de personnes, en fait. T'as juste à travailler dans ton coin et les bouches, elles vont se fermer toutes seules. C'est une image. Oui, mais c'est une image qu'emploient beaucoup les joueurs, tu vois. Et souvent, il y a cette image qui revient, t'es pas content, triplé. J'en ai rien à faire du triplé. Si ton triplé il vient contre Valladolid alors que ton équipe elle en a mis 7, c'est pas la même chose que triplé comme t'as fait en finale de Coupe du Monde. Et là c'était un beau triplé, même s'il y a deux pénaltys, peu importe. Non mais je veux dire que... Il a fermé des bouches ce jour-là, non? Mais c'est pas la question, j'en ai rien à faire qu'il ferme des bouches. Moi je veux qu'il progresse. Je veux qu'il se choisisse un poste. Là, c'est fort. Je veux qu'il choisisse un poste, je veux qu'il choisisse une animation, qu'il ait une relation avec un entraîneur qui puisse l'emmener ailleurs, comme Thierry Henry. Il s'est remis en Mais question. est-ce que tu penses J'ai que toujours est-ce que comparé tu penses que Kylian ça va Mbappé. arriver? Je vais finir si tu me laisses 30 secondes. J'ai toujours comparé Kylian Mbappé avec Thierry Henry. Mais lui, il a toujours, j'ai l'impression, je n'ai jamais discuté avec lui, qu'il a toujours voulu se comparer à des Neymar, à des Messi, à des Ronaldo. Mais pourquoi je le compare à Henry? Parce que Henry, c'était une légende, c'est une légende dans un grand club, mais il a choisi de se remettre en question, de partir dans un club pour gagner des titres, et il s'est mis au service du collectif. Alors que lui aussi, il avait énormément de qualité, lui aussi, il avait un ego surdimensionné, mais il a compris. Et qu'est-ce qu'il te dit à chaque fois qu'il parle de Guardiola ou à chaque fois qu'il parle du Barça? Il a effacé, il a fait reset sur tout ce que je pensais savoir sur le foot. Et pourtant, j'étais une fichue légende dans un grand championnat, dans un énorme club. C'est Mais gros ce que tu dis. j'ai fait reset, je suis arrivé, j'ai mis mon humilité dans ma poche. Je me suis dit, waouh, le gars, il va me réapprendre le foot. Et aujourd'hui, il a réappris le foot. Et Mbappé doit réapprendre le foot. Il doit réapprendre son foot. Il doit réapprendre quelque chose qui est très difficile, c'est les bases du foot. Peut-être que tu as énormément de qualité, faut que Gilbert Bribois arrête de dire que c'est le meilleur joueur du monde. Ça a été peut-être le meilleur joueur du monde dans un registre, mais aujourd'hui tu dois te mettre au service d'un grand club, d'un grand coach et d'une grande sélection comme la nôtre, c'est tout. Ouais. Donc voilà ce qu'il a dit. Ce que j'ai envie d'ajouter à ça, c'est déjà sur sa comparaison avec Thierry Henry, c'est intéressant parce que oui, Thierry Henry avait un ego parce qu'il avait gagné beaucoup en Angleterre avec Arsenal parce que c'était un des meilleurs joueurs du championnat. Oui, Thierry Henry faisait partie des meilleurs joueurs du championnat d'Angleterre. Oui, c'est une légende effectivement à Arsenal. En fait, ce qu'on reproche un petit peu à Mbappé, ce que Thierry Henry a su faire, c'est s'adapter. Il a su s'adapter notamment en rejoignant le FC Barcelone et en changeant un petit peu son attitude, en acceptant de progresser, d'écouter les consignes qu'on lui a données et de se dire, bah écoute, tactiquement, t'es mauvais en fait. Tactiquement, t'es mauvais, t'as encore plein de choses à apprendre. Et avec Guardiola... du côté du FC Barcelone, il a appris énormément et il a su mettre son ego de côté et écouter les consignes parce que sinon, je vous garantis que Thierry Henry, il n'aurait pas été sur la pelouse. Donc voilà, il s'est mis au service du collectif, ce que Mbappé sait faire, mais il faut accepter qu'il y a encore pas mal de choses à apprendre et qu'on ne peut pas se comparer à Ronaldo, Messi ou autres joueurs. Donc je suis totalement d'accord avec la comparaison concernant Mbappé, et moi personnellement j'ai pas compris pourquoi lui est capitaine de l'équipe de France et pourquoi c'était pas Griezmann au moment où le choix a été fait. Donc voilà, beaucoup de déceptions là-dessus et j'aime bien cette comparaison. Qu'est-ce que tu en penses de cette comparaison, Damien? Oui, après la comparaison, c'était pas le même football dans les début d'année 2000 et c'était pas les mêmes coachs. À l'époque, les joueurs se permettaient pas de dire certaines choses sur certains coachs. Le problème d'Mbappé, c'est que j'ai l'impression qu'il pense qu'il a aucune concurrence. Quand on voit au Real Madrid, il aurait été au Real Madrid il y a 5 ans avec Cristiano Ronaldo, Benzema, voilà, Gareth Bale et tout. Je pense qu'il aurait peut-être eu fermé sa bouche. C'est le problème d'Mbappé en fait. On le sait tous que ça peut être un très bon joueur, mais qu'il est devenu une tête de con dans sa vie et dans le football. Et c'est pas comme ça qu'il progressera. Je pense que s'il continue à avoir le même état d'esprit, il évoluera plus. Et voilà, là, il est content, il est au Real Madrid, mais je pense que si dans 1 ou 2 ans, le Real gagne rien, je pense que le Real vont commencer un peu à avoir la tête... voilà, moi, comme j'ai toujours dit, capitaine en équipe de France, j'ai jamais compris. Il a rien d'un leader.
Enfin, quand je parle d'un leader, c'est-à-dire quelqu'un qui peut donner de la voix. Voilà, il veut en faire qu'à sa tête et c'est son gros défaut. Et je pense que s'il continue comme ça, il évoluera jamais dans le football. Il restera à ce niveau-là. Alors oui, il fera des fulgurances parce qu'il est rapide, voilà, il peut marquer des buts. Enfin voilà, il a quand même une grosse panelle, on va dire, pour marquer des buts. Mais voilà, s'il reste dans cet état d'esprit, il va jamais évoluer. Il restera comme ça et au bout d'un moment, le Real, ils vont en avoir marre. Et ça va être fini. Mais je suis quand même étonné de Didier Deschamps parce que j'ai l'impression que c'est pas son caractère. Alors, est-ce qu'on me pousse aussi à le mettre capitaine? Je sais pas. Moi, je suis quand même étonné des choix de Didier Deschamps par rapport à Mbappé. Voilà. On va entendre juste après les propos intéressants, on va demander le point de vue de Greg par rapport à ce qui a été dit. T'es d'accord déjà sur le fait que Thierry Henry il a su changer hein, en rejoignant le FC Barcelone, il n'avait pas d'autre choix que s'adapter à une nouvelle philosophie. Thierry Henry? Ouais. En quittant l'Angleterre ouais, et en ouais. rejoignant le FC Barcelone, ça a été très dur pour lui au début. Hein. Ah ouais, après tu sais, un grand joueur est capable de s'adapter partout, tu vois, donc Et ça fait... j'avais entendu dire Thierry Henry dire lui-même que en rejoignant le FC Barcelone, il a compris qu'il était nul tactiquement en fait. Ouais, après c'est un football différent, c'est autre chose. Il y a plein de joueurs qui sont passés dans des clubs, ils n'ont pas réussi. Antoine Griezmann, par contre, c'est une légende de l'équipe de France. Au Barça, il a jamais mis un pied devant l'autre, il avait beaucoup de mal. Memphis, alors il était peut-être un peu surcoté par moment, mais ça reste quand même un très bon joueur. Il nous a fait rêver à l'OL, voilà. Et au pays, il est encore sélectionné en équipe des Pays-Bas. Et au final, au Barça, ça a jamais collé. Il y a plein de joueurs comme ça, ou dans plein d'autres clubs. Donc ça dépend de la mentalité, ça dépend de la culture, ça dépend de beaucoup de choses. Maintenant, je trouve qu'à la fin, c'était quand même mieux avec Henry. Il a quand même fait sa carrière. Et puis après, voilà, il n'a pas marqué l'histoire du Barça, mais il a marqué d'autres histoires, quoi. C'est-à-dire, c'est une légende d'Arsenal, de l'équipe de France, tu vois. Donc, c'est parce que tu marques pas l'histoire d'un club que tu arrives pas voilà, à marquer l'histoire d'un autre ou d'une sélection, tout simplement. Ouais. Juste après, les gars, on reviendra également sur l'actualité lyonnaise. Hein, ceux qui pensaient qu'on n'avait pas parlé du tout de l'OL, vous inquiétez pas, on va en parler. Juste avant, on revient sur un propos qui est vraiment intéressant de Kylian Mbappé, c'est concernant l'enchaînement des compétitions et des matchs. Je trouve que voilà, il a donné son point de vue vraiment sans langue de bois. On va écouter ce qu'il a dit. Pour ces deux dernières phrases, qui pour moi sont... La saison, quand elle s'est terminée, elle est venue à point nommé. Mais est-ce qu'on joue trop? Non. Ma réflexion, elle a évolué. À un moment, je l'ai pensé. Je le pense plus forcément parce que je peux comprendre que les gens veulent qu'on joue. Je peux essayer de comprendre le fait que les gens dans leur canapé qui disent qu'on gagne beaucoup d'argent, donc il faut qu'on joue. Donc ma réflexion, elle évolue et je pense qu'il faut juste qu'on ait un peu plus de repos. On peut jouer le même nombre de matchs, mais il faut qu'on ait un peu plus de repos au niveau des vacances pour essayer de régénérer le corps, essayer de revenir et à nouveau encaisser cette charge qui est de nombreux matchs. Parce que je vois bien que c'est un débat qui est un peu un débat de sourds, parce que nous on vient, on donne des explications, mais le boomerang c'est vous gagnez beaucoup d'argent donc jouez. Donc à ce rythme-là, on va dialoguer autour de ça pendant des années, ça va rester toujours comme ça. Mais je pense pas que ce soit uniquement une question de match pour mon avis à moi. Je pense que c'est plus une question de récupération. Je pense que quand tu vois la Coupe du Monde des clubs, elle se termine mi-juillet. Nous on était à peine en quart de finale, je voyais des autres équipes qui faisaient déjà des matchs amicaux, je me disais qu'il y avait peut-être un problème. Après peut-être que je suis fou, mais il y avait peut-être un problème, je voyais des équipes 2025-2026 matchs amicaux, mais nous on était toujours 2024-2025. Donc c'est quelque chose où on doit se pencher sur le sujet. Je pense pas que ce soit un débat où tu as raison, tu as tort. Je pense que tout le monde doit faire un bout de chemin. Parce qu'au final, je pense que c'est tout le monde qui va être gagnant. Parce que les gens vont voir des matchs de meilleure qualité. Parce que j'ai pas vraiment envie, en tant qu'amoureux du foot, qu'on arrive à un moment où nous, les joueurs, on va se dire bon, ce match-là, mi-novembre, au fin fond, je sais pas où, il est en bois, je le saute. C'est pas le but, parce que nous, on aime le foot. Et on reste quand même des passionnés, quand bien même c'est devenu notre travail. Ouais. Donc par rapport à la déclaration de Kylian Mbappé, je suis d'accord sur le fait que déjà l'enchaînement des matchs
effectivement, ben, ça peut créer moins de qualité. Il y a également des choix qui peuvent être faits de la part des joueurs, prioriser certaines compétitions qui sont plus importantes à d'autres. Donc vous allez regarder des matchs à la télé qui finalement seront pas si intéressants. Les joueurs soit se donneront pas à 100%, soit les meilleurs joueurs ne seront pas forcément alignés d'entrée sur la feuille de match. Et ça peut jouer effectivement. Trop de compétition, moi je le pense, oui. Trop de matchs, effectivement, c'est pas bien du tout. Alors sur le fait qu'il faut prolonger les vacances, je sais pas si c'est ça le souci. Je pense que c'est surtout, on va dire, baisser le nombre de matchs, arrêter de rajouter des compétitions. Là, on est à un stade où on a l'impression que de toute façon, on a beau dire ce qu'on veut, que ce soit les joueurs, les entraîneurs, il n'y a rien qui changera. C'est toujours les plus puissants qui vont décider parce que le football est vraiment business. Et là, voilà, 60 matchs dans une saison pour certains joueurs, c'est colossal. C'est même pas bon pour les organismes. Et voilà, c'est pas parce que pour moi, on va toucher 500 000 euros par mois qu'on doit juste se taire et arrêter de se plaindre et jouer tous ces matchs et se bousiller physiquement. Et voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, Damien. Ouais, après, oui, il y a des compétitions qui ne servent à rien. En fait, c'est surtout les matchs internationaux qui posent problème. Voilà, maintenant, bon, là, on est obligé de les faire parce que c'est les qualifs de la Coupe du Monde, donc on est obligé de les faire, mais la National League, là, on s'en fout royalement. Enfin, voilà, il y a peut-être des compétitions à revoir. Maintenant, voilà, c'est le foot business, hein, c'est comme ça. Ils savent très bien que ça génère plus d'argent. L'argent appelle l'argent, donc c'est comme ça. Maintenant, les joueurs peuvent aussi refuser certains matchs, hein, même s'ils ne le font pas, mais t'es pas obligé de jouer tous tes matchs, mais bon. Après, je me dis, moi, honnêtement, je pense que les joueurs peuvent jouer tous les 3 jours. Maintenant, c'est un débat sans fin, parce qu'il y en a qui seront pour, il y en a qui sont contre. Donc voilà, chacun son avis. Ouais. Ouais, on a dit décaler image et voix. Bon, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est TikTok. Chaque soir, on a des nouveautés. Salut Denis, comment tu vas? Eh bien, bonsoir tout le monde. Eh bien, écoute, je vais bien. Bonsoir, Denis. Salut Bonsoir, Denis. bonsoir. Alors, t'as entendu nos Mal. points de vue par rapport à ça? T'as entendu le point de vue de Kylian Mbappé? Qu'est-ce que t'as envie de dire par rapport à ça, par rapport à l'enchaînement des compétitions et des matchs? Enfin, moi, de mon expérience, hein, j'ai quand même 66 balais. J'ai vu beaucoup de foot. Et cette accumulation, pour moi, c'est pas bon parce que ça reste quand même des êtres humains. Et un être humain, l'accumulation de matchs et compagnie, je suis pas persuadé du truc, moi. Mais bon, il va y avoir de la casse. Physiquement, il y aura de la casse. C'est obligatoire. On peut pas. Il y a un temps de repos. Il y a. Enfin, physiologiquement parlant, c'est pas possible, quoi. Et il y a une forme Moi, d'inégalité également. Les équipes, les plus grosses équipes là, qui sont en sureffectif, qui ont un large effectif là, qui peuvent faire des changements, faire reposer des joueurs. Et tu as des équipes, je sais pas, par exemple comme l'Olympique Lyonnais qui joue pas la Coupe du Monde des clubs, mais qui à l'enchaînement des compétitions a un effectif un peu plus restreint. Et je pense que pour les grandes compétitions, voilà, il y en a des équipes qui peuvent aller puiser des joueurs dans différentes compétitions et pouvoir faire tourner. Et c'est moins le cas pour d'autres équipes aussi. Donc je peux comprendre que tu laisses reposer tel et tel joueur, mais pour moi ça peut faire des équipes moins compétitives, moins de spectacles et plus de déchets, ouais, en fait. Enfin, après, on aura, je pense, un bon exemple. C'est Paris, qui a fait une saison quand même assez costaud. Et on verra sur l'année qui vient là jusqu'où ça va aller. Mais franchement, j'ai un doute quand même parce que franchement, c'est une accumulation de compète sur compète sur compète. Mais ça va pas, quoi. Enfin, pour moi, ça va pas. Là où je suis d'accord, c'est que la Coupe du Monde des clubs, ils auraient jamais dû la mettre là. Alors, puis, tu vois bien, il y avait des températures de fou, il y a un truc qui allait pas là-dedans. C'est une catastrophe. D'accord, Mais tout le monde l'a vu, hein. Tout le monde l'a vu, hein. Bah oui. Et ouais. Ah ouais. Voilà, hein. Mais bon. Voilà, Ouais. autour de l'équipe de France, donc quels sont les enjeux demain? Ce sera bien entendu la victoire et rien d'autre hein, pour l'équipe de France. Il y a quand même une grande différence entre la France et l'Ukraine. Alors, je vais pas regarder le classement en détail, hein,
Mais je peux vous dire que voilà, aujourd'hui, quand tu as l'effectif, tu es sélectionneur de l'équipe de France, pour Didier Deschamps, normalement tu dois trouver la stratégie pour faire gagner ton équipe à tous les matchs. Oui, il fait des essais, on a l'impression que parfois il prend des jeunes joueurs pour l'avenir, mais lui il est là, il est plus là après la Coupe du Monde 2026, donc ça peut sembler surprenant dans la stratégie, pour chercher à assurer, prendre que les joueurs d'expérience. Maintenant, voilà, c'est pas égoïste de sa part non plus hein, de faire comme ça, c'est bien, mais voilà, il faut que la France gagne demain. Et elle a les armes pour, en tout cas, il y a vraiment une grosse différence de niveau entre les deux équipes. Hein. En plus, l'Ukraine, voilà, on le sait, il y a le contexte également dans leur pays avec la guerre qui est toujours présente. Tu as des clubs qui s'adaptent. Voilà, j'ai pas regardé l'effectif de l'Ukraine en soi, mais est-ce que, notamment Greg, tu as entendu parler un petit peu de cette équipe ukrainienne? Est-ce que il y avait des éléments sur lesquels se méfier et est-ce que déjà ils ont la tête à jouer le football? Oui, parce que la plupart des joueurs ne jouent déjà plus au pays. Hein. Ils ont aussi leur famille, pas tous, hein, mais certains, ils ont leur famille qui sont entre guillemets à l'abri. Et puis la plupart de ces joueurs-là jouent tous dans des clubs européens. Attends, la compo, tac tac, je cherche la compo. Il joue où demain? Ils jouent à Wrocław au Portugal, en Pologne. D'accord. Wrocław, c'est Varsovie, je crois. Ouais. Lunin, tu vois, dans les buts, t'as Lunin et Troubine, donc c'est pas des mauvais gardiens. T'en as un au Real, un au Benfica. T'as Ilya Zabarny, donc du PSG. Voilà, forcément. Il y a Soudakov aussi qui a signé au Benfica, un très très bon joueur, très bon milieu de terrain, très technique, très intéressant, qui était au Shakhtar. Il y a Chaparenko également qui est un bon joueur. Tsigankov aussi qui a un bon pied gauche qui joue à Gérone. Voilà, Zinchenko bien évidemment. Qui a rejoint Nottingham. Qui était sur la liste de recrutement de l'Olympique de Marseille. Zinchenko. Ouais, mais j'ai jamais cru. Moi, je pense que c'était un peu pour faire accélérer les négociations avec Emerson, parce que Zinchenko, enfin bon. Voilà, il y a Zubkov aussi, qui est un joueur assez physique, qui est intéressant. Et puis devant, t'as Dovbyk, alors je sais pas s'il est blessé ou pas, mais t'as quand même des bons joueurs. Hein. T'as une équipe pour, comment on appelle ça? Pour moi, finir deuxième de la poule, hein, tout simplement. Hein. Donc, faut s'en méfier de cette équipe. Et puis, forcément, il y a toujours ce sentiment particulier, ce sentiment d'appartenance au pays, de drapeau, voilà, un peu seul contre tous. Donc, forcément, ça donne un élan de motivation. Ouais, un élan de motivation et puis une volonté vraiment de réussir de faire tomber surtout l'équipe de France qui est un ogre. À la limite, s'ils jouent l'Azerbaïdjan, bon, tu te dis, bon, ils vont gagner normalement, machin et tout. Mais là c'est vraiment, voilà, tu fais tomber la France, tu fais un gros match contre la France, le monde entier te voit, les télés du monde te voient, il y a beaucoup de scouts aussi, hein, de clubs différents. Donc voilà, si tu as des joueurs qui jouent en Ukraine, enfin dans le championnat ukrainien, alors je mets des pincettes, je mets des guillemets hein, quand je dis en Ukraine, parce que la plupart des matchs de championnat se font en Pologne ou quoi. Mais si tu as des joueurs, entre guillemets, des jeunes joueurs et tout, c'est un match parfait pour eux pour se montrer. Donc c'est pour ça, maintenant, la France, forcément, a des meilleurs arguments à tous les postes, pour moi. Mais bon, on sait qu'avec Didier Deschamps, c'est pas toujours la régalade, et puis surtout, on peut se faire surprendre. Donc il faut se méfier de cette équipe. Maintenant, c'est une équipe qui est quand même... qui moi m'a extrêmement et je pense que je suis pas le seul, hein, m'a extrêmement déçu lors du dernier Euro. Franchement, le jeu proposé, c'était vraiment pas bon. Donc voilà, maintenant c'est une équipe qui va jouer son football. Ouais. Denis, du coup, tu t'attends à quoi demain pour l'équipe de France? Est-ce que pour toi, c'est quoi si la France devait faire le nécessaire, c'est quoi? Eh bien, pour moi, ça va le faire. Mais après, il faut juste faire attention, c'est que les Ukrainiens, il a jamais l'affaire. Jamais. Après, il y a le contexte. Et chez eux, donc, mais bon. Après, franchement, moi, quand je regarde l'équipe de France, là, j'ai un peu de mal, hein. Franchement, j'ai un peu de mal. On verra, hein, mais...
Et moi, je sais pas, on verra, mais je les sens pas, S'ils sont sur sur le même état d'esprit que l'année passée, bah, ça va pas le faire, mais bon, je sais pas. La France peut passer complètement au travers encore face à l'Ukraine. Hein. Rappelez-nous, Et je sais oui. plus combien de temps, on avait perdu 2-0 en Ukraine. Bon, on avait gagné au retour 3-0. C'était, je crois, pour une qualif de Coupe du Monde aussi. Enfin, Ouais. on sait très bien que la France, si elle joue son niveau et qu'elle élève son niveau de jeu, ça va le faire. Maintenant, si elles viennent en vacances ou en tongue, bah, les Ukrainiens, ils vont nous rentrer dedans. Ils ont rien à perdre. Hein. Donc, Ah oui, mais il a jamais rien, hein, donc voilà, c'est faut faire gaffe, à hein. l'équipe de France de faire le jeu. Hein. Ouais. Après, c'est vrai que le groupe, si ça passe pas, c'est une cata, hein. Ah bah là, oui. Pour la fin de Didier Deschamps, oui, c'est une cata. Oui. Ah oui, bah oui. Ouais. Mais bon. On va clore les On va bien, débats autour de l'équipe de France. Oui, Denis, tu voulais dire quelque chose? Non. Ok. Bah, Déjà, reste merci. avec nous, on va justement parler de l'actualité lyonnaise, je pense que ça te fera plus plaisir. Ouais, merci de l'invitation déjà. Ah, pas de souci, Denis. Un plaisir. Voilà, donc au niveau de l'actualité lyonnaise, l'information, la liste des joueurs inscrits en Ligue Europa a été dévoilée. Il y a notamment Aurel Mangala et Ernest Nouama qui figurent. Donc la liste complète, c'est Descamps, Diarra, Greff, Abner, Kluivert, Maitland-Nice, Mata Niakate, Tagliafico, Théo Barisic, Mangala, Diawara, Goncalves, De Carvalho, Mera, Morton, Schulz, Tessman, Tolisso, Fofana, Gomez, Rodriguez, Karabech, Moreira, Satriano et Ernest Nouama. Enzo Molebe, lui, est absent de cette liste d'ailleurs. Concernant Aurel Mangala, alors lui, il était apparu lors de la séance d'entraînement ouverte au public avant la réception de Marseille. Il est reparti s'entraîner seul, en tout cas. On va attendre son retour de plus en plus impatiemment. Ça devrait pas tarder. Pour Ernest Nouama, on est encore très loin de le voir rejoindre l'effectif de l'OL. Il a eu une blessure assez grave et normalement on pourrait compter sur un retour en fin d'année ou début 2026 pour ce joueur-là. Voilà donc. Le règlement autorise également les clubs à sélectionner 25 joueurs sur la liste A. L'OL a inscrit l'ensemble de ses joueurs professionnels à deux choses près. D'abord, il y a Thiago Goncalves qui jouit d'un contrat stagiaire et non d'un contrat professionnel, qui est dans la liste des joueurs lyonnais autorisés à prendre part à la compétition. Donc on pourrait très bien avoir des jeunes joueurs qui rejoignent l'Olympique lyonnais. Enzo Molebe peut être inscrit sur la liste B. Lui pourrait également rejoindre et jouer l'Europa League et avoir quelques minutes de jeu. Donc ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dans la liste maintenant, que l'OL ne peut pas piocher dedans. Vous avez compris cette règle-là, vous? Ouais, j'ai une question. Gonzalez, il est dans la liste A ou B? A. Et pas Molebe. Non, il est dans la B. Ça, c'est étonnant, ça. Alors, je vais préciser, parce que justement, dans un article, ça a été un petit peu expliqué, mais pas pourquoi tel est dans le groupe A ou B. Il est possible d'inscrire sur la liste B un ou plusieurs joueurs nés le 1er janvier 2024 ou après cette date, et si depuis son 15e anniversaire, il a été qualifié pour jouer pour le club concerné pendant une période ininterrompue d'au moins 2 ans, ou pendant 3 années consécutives, au total interrompu une seule fois par près d'un an maximum à un club de la même association. C'est une première situation dans laquelle se trouve Enzo Molebe. Donc voilà, en fait, ça explique un petit peu cela, mais ça a l'air tellement complexe, en fait. Autant on peut se dire, bah, c'est simple à comprendre, mais quand on regarde les détails, il y a beaucoup de conditions qui font que, voilà. Voilà, donc sur cette liste-là, il n'y a pas tant de surprises. Est-ce que selon vous, là, parce qu'on parle du retour petit à petit d'Aurel Mangala, est-ce que selon vous, là, Aurel Mangala pourrait faire du bien à l'Olympique lyonnais prochainement? J'ai demandé à Denis en premier. Eh bien, Denis, il n'a pas d'avis. T'as pas d'avis sur Aurel Mangala? Non. Sur son retour Non. probable? Non, j'ai pas d'avis. En tout cas, le fait que l'OL l'ait inscrit dans la liste, ça montre qu'ils lui font confiance. Greg, toi, t'en penses quoi? Moi, je pense que ça peut être le facteur X. Alors, ça dépend quand il revient, mais je pense que ça peut être le facteur X.
Moi, je suis persuadé que c'est un joueur. Alors attention, hein, Tessman fait un très bon début de saison. Hein, il a été bon, il n'y a pas de souci. C'est pas forcément le même profil, on est d'accord. Mais moi, je suis persuadé que c'est quelqu'un qui déjà techniquement est au-dessus de Tessman. Niveau qualité de passe également. Et je pense que vraiment, ça peut être le facteur X. Ça peut être un peu comment on appelle ça, comme Thiago Santos à Lille. En fait, comme si c'était une nouvelle recrue. Voilà. Et je pense vraiment que il peut vraiment nous aider. Voilà. Alors, on a un milieu fourni, ok. Mais malgré tout, on a quand même sorti Akwaku. Bon, Diawara est dans la liste. Alors, c'est un peu bizarre. Peut-être qu'il va pas finalement partir, ok. Mais en tout cas, on a sorti Akwaku, on a sorti Matic. Donc, voilà, il y a toujours Mera, ok. Il y a de Carvalho, mais ça reste des jeunes joueurs. Mangala a besoin de se relancer. Donc, je pense que oui, ça peut être vraiment la belle surprise, Mangala. Damien, Aurel Mangala, Factor X, c'est marrant parce que j'en ai parlé, j'y ai pensé en fait, j'ai parlé tout seul dans ma tête cet après-midi, j'y ai pensé. Non, non, mais Mangala, voilà, le gros point d'interrogation, c'est son côté santé. Comme a dit Greg, de toute façon, si Mangala revient, on va dire, à 90, 95 ou 100%, il peut que nous faire du bien au milieu de terrain. On en aura besoin pour la rotation parce que au niveau effectif, on n'a pas un effectif étoffé. Voilà, donc Mangala, s'il revient à son niveau, oui, il va nous faire du bien, vraiment. Maintenant, attention à la rechute, c'est toujours pareil. Je lui espère pas, moi j'espère qu'il va revenir en forme et oui, il nous fera du bien. Mais Mangala, oui, il nous le faut dans cette rotation du milieu de terrain qui est ultra importante. Maintenant, voilà, et ça permet aussi aux joueurs, Olivier, si Mangala revient à un niveau de jeu, on va dire cohérent et bon, ça va permettre aussi aux autres milieux de terrain d'élever leur niveau à l'entraînement parce qu'il y aura de la concurrence et la concurrence à l'entraînement, tant qu'elle est saine, bien sûr. Elle est ultra importante pour les performances du week-end. Maintenant, on verra. Ouais. Aurel Mangala, qu'est-ce qu'il apporte en fait, comme tu dis, sur un état de forme de 90%, 95%, 100%, il apporte beaucoup de choses, tous les auditeurs sont d'accord là-dessus, il apporte de la percussion, hein, il est capable d'apporter du physique, de la densité là au milieu de terrain, de l'impact, mais il est capable également de se projeter vers l'avant. C'est un joueur qui peut être box-to-box. C'est aussi un joueur qui est capable. Il a un gros volume de jeu donc dans le milieu de terrain. C'est Pix notamment qui nous dit ça. Et voilà, je crois qu'on n'a pas vraiment de joueur avec ce profil-là, mais une telle énergie que on va dire à 90% de son état de forme, pour moi, il doit être titulaire indiscutable dans cet état de forme-là. Voilà, donc sur Aurel Mangala, on a fait le tour. J'enchaîne un petit peu. Enzo Molébé. Alors, Enzo Molébé, là, aux dernières nouvelles, vous avez fait le point, Greg et Damien, concernant le mercato. Là, à l'heure actuelle, il est quoi? Il est à 100% dans le projet lyonnais? Molébé ? Ouais. Je sais pas du Il tout. pourrait encore Faut lui partir demander. vers les pays. Je sais Ah, pas, j'aurais entendu que Lyon a refusé une offre de 12 millions, mais je sais pas si c'est réellement vrai. mais Alors, je J'en sais rien. pense pas parce que je pense pas parce que l'OL a quand même refusé de le faire partir à Séville parce qu'ils avaient pas cet attaquant-là. Donc je pense que rien que déjà quantitativement, pour moi, il partira pas. Après, est-ce qu'il jouera beaucoup? J'en sais rien. Pour moi, ce sera juste un joker s'il y a une blessure. Parce que je pense sincèrement qu'il est même sorti de. Pour moi, il est numéro 3 derrière Satriano dans la tête de Fonseca, hein, je parle. Derrière Satriano et Gomez Rodriguez, je pense. Hein. Voire même Schulz, ou Karabet, j'en sais rien. Mais en tout cas, il fera peut-être des rentrées en Europa League, des choses comme ça. Maintenant, je sais pas ce qui est le mieux pour lui, quoi. Je sais pas quand est la fin de son contrat. Donc, faut voir. Mais Molébé peut pas jouer en Europa League pour l'instant. Mais si. Ouais. Alors Parce qu'il est moi, dans la liste B. Ouais, mais c'est que la liste A qui compte, je crois, au départ. Hein. Bah ouais, mais enfin, je sais pas. Il y en a qui disent. C'est un peu compliqué ce truc parce que. Ouais. Moi, j'ai fait un article. l'information, En Coupe de France, ce je qu'a sais dit pas, mais Damien voilà. par rapport à une offre de transfert là, qui a été refusée assez conséquente, j'ai entendu la même chose. Donc effectivement,
On peut le confirmer, c'est Mais RMC, quel club RMC notamment ils n'ont pas cité de club, ils ont dit c'est un pays, c'est un club des d'Arabie Saoudite, il me semble. Ouais. Donc ils ont refusé une offre le concernant qui était assez importante et elle était au-dessus des 10 millions d'euros apparemment. C'est RMC qui a dit ça. Et en fait, Mathieu Louis-Jean considère que ce joueur-là, il faut le garder et que même si l'offre était conséquente, il a préféré voilà, le conserver. Et voilà, ça n'empêche que l'OL pourrait craquer hein, par la suite, on ne le sait pas, tout dépend. Maintenant, normalement, on a bien dit que dans la nouvelle stratégie, on compte sur les jeunes joueurs pour les faire progresser du côté de l'OL et les faire s'imposer dans l'équipe première. Bon, ça va être difficile, il faut encore du temps, Enzo Molébé. Mais voilà, c'est la stratégie du club. Je continue. Concernant le mercato, alors l'OL a été le club qui a la balance la plus positive sur les transferts, avec 108 millions d'euros si on enlève les ventes et comparé aux achats. Il y a 108 millions d'euros de différence dans les caisses de l'OL. Donc c'est la deuxième plus haute balance derrière le RC Lens. Donc voilà, il y a eu un gros travail de l'Olympique Lyonnais qui devait absolument faire cela. Donc voilà. Dans leur conférence de presse d'ailleurs qu'il y a eu avec Michael Gerlinger et Mathieu Louis-Jean, on les sentait un petit peu avec pas mal d'amertume concernant le recrutement. Ils auraient aimé recruter un joueur de plus qui ne s'est pas fait sur les dernières heures. Donc est-ce qu'il y a l'hypothèse là de pouvoir recruter un joker? Dans tous les cas, ils ont dit le bon joueur capable d'apporter une vraie plus-value à l'OL. Et c'est seulement dans ce cas qu'il pourrait faire un mouvement. Mais voilà, il parle surtout de la fenêtre de janvier, apparemment. Donc j'ai des doutes encore que l'OL essaye d'avoir un joker. Donc ils ont dit malgré tout, rien n'est fermé. Ce n'est pas sûr qu'on soit actif, mais on pourrait. On va se donner ce temps de réflexion pour amener la bonne personne, le bon joueur. On verra en janvier pour les ventes, mais aussi les acquisitions. On a gardé un petit budget libre, c'est aussi pourquoi on a réagi ainsi lundi, pour pouvoir aussi réagir éventuellement en janvier. Donc voilà, déjà, est-ce que vous avez entendu parler de Joker? Est-ce qu'il y a des cibles qui sont sorties? Alors, comment utiliser un Joker déjà, premièrement, là Greg, comment est-ce qu'on peut utiliser un Joker? Pour le mercato, pour le mercato, écoute... le Joker, en fait, c'est un joueur que tu peux prendre. Alors, je sais pas s'il y a un délai limite, je pense. Voilà, c'est un joueur que tu peux prendre. Ouais, de ce que j'ai compris, tu vas me dire si c'est vrai, c'est uniquement en Ligue 1. C'est Ligue 1 ou Ligue 2, ouais, exactement. Okay. Sauf joueur libre. Oui. Ouais, mais c'est plus un Joker, un joueur libre. C'est un joueur libre. Tu as le droit de prendre un joueur libre. Mais c'est intéressant. C'est autorisé chez nous. Oui, mais là, on parlait que des Jokers. Ouais, il y a deux possibilités. Mathieu Louis-Jean l'a dit, hein. Mathieu Louis-Jean l'a dit, qu'il se fermait pas. Pour l'instant, c'était pas forcément la volonté, mais il se fermait pas la porte de voilà. Donc tu peux prendre un Joker comme on a fait avec Jordan Verretou, hein. Oui. Voilà, moi j'ai vu qu'en plus l'OL serait prêt à mettre 6 millions maximum dessus. Oui. Je crois. Voilà, ce qui me paraît quand même beaucoup, mais bon, après, écoute, tant mieux, ça veut dire quand même que Mathieu Louis-Jean a quand même la volonté de ne pas faire, entre guillemets, pour faire, et faire quelqu'un qui peut correspondre au standard. Voilà. Le mec qui a pas compris 6 millions de primes à la signature, ça va ou pas? Je rigole. Là, ça aurait été une vraie star. Là, ça aurait été une vraie star, hein, le joueur. Ah bah ouais, mais comme on a fait donc avec Verretou, donc c'est possible. Maintenant, il y a des clubs qui vont le faire. Je sais que, par exemple, Auxerre va le faire avec Sekou Mara, il me semble. Ouais. Notamment. Après, il faut voir ce qu'ils cherchent. Il y a quelques joueurs sur le marché. Après, il faut se dépêcher. Parce qu'on avait parlé d'Iheanacho. Alors attention, hein, c'est un nom que tous les gens, les gens sur Twitter, voilà, c'était pire que la peste. Vous inquiétez pas, Iheanacho ne viendra pas. Il a signé au Celtic. Par contre, il faut se dépêcher parce qu'il y a beaucoup de... Il y a quelques joueurs et ils partent souvent rapidement, quoi. Iheanacho, il a résilié son contrat avec Séville. Le matin même, il était au Celtic. Donc voilà, si l'OL veut faire quelqu'un, il faut se dépêcher.
Et concernant Memphis Depay, lui, qu'est-ce qui se passe autour de lui? Il y a eu des rumeurs ou pas? Est-ce qu'il a été voir des clubs? Il attend, parce qu'il juridiquement, il va avoir, je crois qu'il a porté plainte contre le club de Corinthians. Ils leur doivent 900 000 euros. Enfin, il y a un problème de prime. Enfin, c'est assez compliqué son cas pour l'instant. Et c'est toujours un joueur du Brésil. Au bout d'un mois, déjà, il me semble qu'il y avait des retards de paiement. C'est fou. Hein. Oui, J'ai vu oui. ça Non, mais sur Twitter. Donc toujours au Brésil, il y a eu souvent des problèmes comme ça. Maintenant, il y a 3 pistes crédibles qui pourraient se dégager en joueur libre de l'Olympique Lyonnais. Emmanuel Denis, Patrick Bamford et Georges Puskas. Moi, honnêtement, si j'avais un joueur à faire, je prendrais Patrick Bamford de Leeds. J'aime bien ce profil-là. C'est vraiment quelqu'un d'expérimenté. C'est un buteur. Il a toujours marqué des buts. Et je pense que ça pourrait le faire avec la complémentarité de Satriano. Maintenant, avoir le salaire, parce que c'est un joueur qui joue à Leeds, donc faut voir son salaire aussi, combien il était. Ouais. Mais c'est un joueur que j'y penserais, mais est-ce que la cellule y pense, je sais pas. Ouais. Ouais, et puis Denis, là, je t'ai pas donné la parole, j'ai quasiment oublié que tu étais là. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose par rapport à ce qu'on a dit? Est-ce que tu penses qu'il y a un joker qui peut arriver à l'OL, ou tu penses qu'on attendra janvier pour recruter? Moi, je pense que janvier, c'est bien. Faut laisser vivre le groupe là dans le début. Franchement, il y a quand même des bons éléments, on va pas se mentir. Et concernant le Joker, après il y a aussi la blessure, mais ça on le souhaite à personne. Hein. Mais non, moi j'attendrai janvier, franchement. Mais après, moi j'aurais une question à vous poser. Ouais. Concernant le niveau de Satri. Vous en pensez quoi? On en est où? Qu'est-ce qu'on sait de plus sur moi, j'ai beau regarder à droite à gauche, vous écoutez quand je viens chez vous et je sais pas, on n'entend rien sur ce mec, on sait pas où il en est en fin de compte. On va répondre à ta question. Oui, Damien, allez, pour commencer. Ouais, parce que justement, j'ai vu un entraînement de lui. Franchement, au niveau de la mentalité du joueur, non mais de la mentalité, c'est un chien les gars. Alors honnêtement, s'il garde cette mentalité, qu'il se blesse pas, je pense que ça peut fonctionner. C'est vraiment une mentalité à la Tagliafico. Techniquement, c'est pas mauvais. C'est un buffle. Hein. De ce que j'ai vu, c'est vraiment un buffle. Et honnêtement, s'il continue dans ces entraînements-là et sans blessure, il peut nous apporter devant. Honnêtement. Au vu de, franchement, sa mentalité, ça a vraiment Tagliafico bis. Hein. Alors, je vous en ai parlé justement la dernière fois, j'ai adoré en parler sur Satriano. Satriano, c'est un joueur effectivement qui a été encore gravement blessé là récemment. Forcément, il manque de rythme. Sa meilleure saison, c'était du côté de Brest. Voilà, c'est un ancien joueur aussi de l'Inter, hein, même s'il a été recruté, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Voilà, donc c'est un joueur qui, pour moi, je vais te dire, hein, c'est un joueur qui est très bon de la tête. Apparemment, c'est un des joueurs, lorsqu'il a évolué du côté de Brest, qui a remporté le plus de duels de la tête, que ce soit sur les dégagements, que ce soit sur les centres. Donc c'est vraiment un joueur qui va nous apporter là où on n'a pas du côté de l'OL, tu vois. Après, c'est un attaquant qui est bon des deux pieds, c'est un attaquant qui est rapide, c'est un attaquant qui est pas dégueulasse en dribble, hein, il est capable également, il est très courageux aussi, hein. Il va beaucoup dans les duels et dans le style de jeu de Fonseca, c'est-à-dire de presser très haut. C'est très intéressant d'avoir un neuf qui est déjà très agressif. Donc c'est un qui va être tout de suite au duel. Ça me rappelle un certain Mariano Diaz, tiens, dans les duels. Du côté de Brest, d'ailleurs, il nous a fait mal aussi. Je crois qu'il a marqué contre nous. Et il a marqué avec Lens? Non. Je sais plus s'il a marqué contre nous. Non, c'était uniquement du côté de Brest. Il avait mis, je crois qu'avec Brest, il a remporté 2 rencontres ou 3 rencontres sur 5 contre l'Olympique Lyonnais. Il était titulaire à chaque fois. Donc voilà, Satriano, il est vraiment très intéressant et ça m'a beaucoup plu. Donc c'est intelligent comme recrutement avec de faibles moyens. Maintenant, pour moi, ça reste un pari, pardon. J'ai pas tout à fait non plus dire voilà, sélection de joueurs. Ça reste un pari, c'est un pari qui peut être osé, mais c'est un pari qui devrait porter ses fruits. Je pense que là, ça devrait le faire. Je croise les doigts pour pas qu'il se blesse à nouveau, mais ça pourrait le faire, ouais. C'est très intéressant son profil. Greg? Pareil, de toute façon, aujourd'hui, on n'a que lui. Donc, on a recruté lui, il est là. Maintenant, il faut faire avec.
C'est pas Cristiano Ronaldo, on est tous d'accord. Hein, mais c'est pas non plus une pipe internationale. C'est quand même un joueur, un garçon qui a été recruté par l'Inter quand il était au pays, au National Montevideo. Donc ça veut dire qu'il a des qualités. Moi j'ai vu surtout des highlights un petit peu de ses buts, tout ça, quand il était en équipe de jeunes de l'Inter, où il jouait pas mal. Voilà, c'est quelqu'un qui a un renard de surface, qui est présent dans la surface, qui s'est marqué pied droit, pied gauche, de la tête. Voilà, qui a pour moi aucun réel point, on va dire, aucun point, comment on appelle ça, pas positif, mais il a aucun truc. Par contre, il est bon de partout, quoi. Il est correct de partout. Voilà. C'est pas dingue, mais par contre, il est polyvalent de partout, quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui aussi, comme a dit Damien, est un buffle, c'est-à-dire qu'il va secouer les défenses, hein. Il va faire des appels, il va permettre aussi peut-être à des Malik Fofana, par exemple, de prendre des espaces. Donc ça peut être intéressant. Et puis c'est quelqu'un qui a le sens du but, parce que c'est un attaquant. Ça reste un Uruguayen. Hein. Pour moi, c'est limite encore pire que les Argentins, sincèrement. Niveau grinta et tout, je trouve que c'est vraiment limite pire. Hein. Vous pouvez regarder, hein, Federico Valverde au Real. T'as Luis Suarez, forcément. Cavani, ces mecs-là, voilà, tu peux aller à la guerre avec sans problème. Donc ça peut être intéressant. Maintenant il n'y a pas le choix, hein. Et puis après, comme j'ai dit, de toute façon, si lui il performe pas, je pense qu'à mon avis Gomes Rodriguez sera lancé, et on l'attend tous également, donc il peut peut-être lui permettre, ça peut aussi être une petite concurrence entre les deux, et ça peut être intéressant, quoi. Voilà. Ouais. Je te mets un petit peu, merci les gars. Merci, je te mets un petit peu là, c'est vu que tu as peut-être loupé une émission en même temps des highlights de ce joueur-là. Voilà, il est bon également de frappe, il est capable de marquer en dehors de la surface de réparation, il est capable de marquer de la tête, il s'impose beaucoup dans les duels aériens, je te l'ai dit, hein, il a des statistiques impressionnantes qui étaient ceux des meilleurs en tout cas du championnat de France, de la tête, voilà. Il est rapide, il est plutôt bon pour combiner avec ses coéquipiers, beaucoup le sens du sacrifice, il revient très très bas pour remonter le ballon aussi. Voilà, donc c'est vraiment un garçon qui a une mentalité modèle. Ouais. Il a une mentalité modèle. Ce qu'il lui faut éviter, bien entendu, c'est les blessures. Et puis de s'adapter à son équipe, et en espérant que Paulo Fonseca ne le fait pas trop changer de position non plus à chaque fois. Il faut vraiment qu'il puisse s'adapter, mais c'est un joueur de sacrifice aussi. Et c'est un joueur qui est capable de faire des passes décisives aussi, donc il regarde ses coéquipiers autour de lui. Voilà, donc là tu vois pas grand chose. C'est vrai que la vidéo était un petit peu longue, hein, je pourrais pas te la mettre en entière. Non, mais ouais. Non, okay. Voilà, donc si vous êtes confiant, c'est parfait. Bah oui, je vais essayer de parier que ce sera un bon apport pour l'Olympique Lyonnais. On n'est pas confiant, mais bon, aujourd'hui on n'a que ça, et puis ça reste quand même un joueur qui a des qualités. Comme on l'a dit, comme on l'a vu, il est assez complet. Voilà, ce que je cherchais, c'est vraiment le point fort. Il a aucun gros point fort. Par contre, il n'a pas vraiment de point faible non plus. C'est un genre moyen de Ligue 1, tu vois. Pour la Ligue 1, je pense, et même pour l'Europa League, contre des équipes comme Utrecht, comme Go Ahead Eagles, contre le PAOK, je pense que ça peut convenir, tu vois. Maintenant, on va lui laisser du temps. C'est quelqu'un qui parle français aussi, qui connaît la Ligue 1. Donc le temps d'adaptation, il sera moins long que par exemple pour un Pavel Schulz ou un Adem Karabec. Mais voilà, on va lui laisser du temps, on va le soutenir. Et de toute façon, il n'est pas bête, il sait très bien que s'il donne tout pour le maillot, il n'aura jamais les supporters à dos. Donc voilà, et c'est quelqu'un qui a l'air de tout donner. À Lens, ils n'ont pas de mauvais souvenirs de lui. À Brest, c'est pareil. Le seul X, c'est ses blessures. Et souvent, c'est pas des petites blessures, quoi. Ouais, et les commentaires, voilà, les auditeurs qui lâchent des commentaires intéressants, là, qui disent sur des passes de Morton ou de Corentin Tolisso, forcément, bien ça sûr. peut être intéressant. Ah ouais, non, mais ça peut être bien, oui, c'est sûr, oui. Sur des centres de Malik. Le profil que vous annoncez, oui, ça peut être très bien, oui, complètement. Contre Marseille, il nous aurait ultra apporté parce qu'on a centré, mais pour personne. Ouais, c'est ça. Oui. Puis bon, avec Balerdi, je pense que le duel aurait été pas mal. Ah oui, ça aurait été joli. Ce qui m'avait marqué face à l'OM, c'est le centre de Fofana, là, côté gauche, qui passe entre le but et la ligne défensive. Malik Fofana était rentré côté gauche dans la surface de réparation, il centre à ras de terre, il n'y a personne pour couper, alors qu'il y a du monde dans la surface, personne n'a pensé à plonger. Abner Rossi, à un moment, il met un centre intéressant.
un peu fort, mais où ça passe devant tout le monde en première mi-temps. Ah ouais, non. Donc, il faut un finisseur. Ouais, Pas ouais. le choix. Ouais. Bah, on l'a eu dimanche, hein, on a eu Balerdi. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Tout à Ah, fait. ouais. Le but a été accordé à Soulch, hein, du coup. Hein. Tout à fait, tout à fait. Voilà, donc il y avait d'autres débats intéressants, mais on en est déjà à 1 heure d'émission. Donc Greg, est-ce que tu nous avais préparé quelque chose? Ouais, bah rapidement, j'ai quelques trucs pour vous dire que donc, fin de mercato, donc Ballo Touré a signé à Metz. Donc il était libre, donc voilà, on en a la preuve de ce qu'on a dit tout à l'heure. Le Hack a résilié le contrat de El Hadjam. Voilà, c'est un latéral, donc il est sans club. Neil Maupay, Amina Harit et Ulysse Garcia ne sont pas convoqués, enfin, ne font pas partie de la liste avec l'OM pour la Ligue des Champions. Voilà, CJ Egan Riley a pris un match pour le tacle sur Malik Fofana et son carton rouge. Donc il sera absent pour le prochain match de l'OM contre Lorient. Voilà, Lille, mauvaise nouvelle pour malheureusement, il n'a pas l'air d'avoir entre guillemets la carrière de son frère Ethan Mbappé qui n'est pas non plus retenu dans la liste pour la Ligue des Champions. Il est à Lille. André Gomes toujours à Lille et sur le départ. Lille veut s'en débarrasser, surtout parce qu'il a un gros salaire. Donc je pense qu'un club turc va venir récupérer le joueur à mon avis, ou un club saoudien. Brest, ils veulent un défenseur central. Il leur manque ce défenseur central pour terminer leur mercato. Ils vont soit utiliser le Joker, soit utiliser l'histoire du joueur libre. Voilà. Lui, il devait pas être sur le terrain contre nous. C'est Christopher Wu, qui avait donc pris un rouge contre Lorient, qui avait pris 2 matchs, tout comme Madi Camara, sauf que Christopher Wu va filer au Spartak Moscou. Donc on sera sûr de ne pas le voir même en tribune. Voilà. Guillaume Rest, alors ça c'est la petite fake news du jour. Alors je vous avais parlé que Guillaume Rest était dans le viseur de Galatasaray. Alors il rejoindra. Et ils avaient fait une offre, je crois, de 20 millions. Et ben il reste. Oui, et donc oui, Guillaume reste. Voilà, c'est Keda. Parce que Galatasaray déjà a trouvé son gardien, c'est Ougurkan Chakir. Voilà, ils ont dépensé, je crois, 35 millions d'euros, c'est voilà, pour eux. Et en fait, si vous voulez, hier, il y a Sacha Tavolieri, qui est un journaliste belge, qui est assez calé sur le mercato, que moi je connais en plus personnellement, qui est très sympa, qui en fait s'est fait pirater son compte Twitter. Et en fait, il a publié, donc le hacker a publié une info, comme quoi il y avait un club saoudien qui avait proposé 95 millions d'euros pour Guillaume Rest. J'ai vu hier. En fait, voilà, donc Sacha Tavolieri a réussi à récupérer son compte et il a expliqué que c'était une fake news, c'était pas lui, voilà. Donc c'était un peu la petite anecdote un peu insolite. Voilà. Et dernière chose, c'est Mason Greenwood. Alors Greenwood, en fait, il faut savoir donc que il ne reviendra plus jamais en Angleterre. Là, ils n'en veulent plus. Encore moins dans la sélection. Donc, lui, étant donné qu'il a des origines jamaïcaines, il a également, depuis quelque temps, la double nationalité, le passeport jamaïcain. Tout simplement, il peut jouer pour la Jamaïque. Donc la Jamaïque, ils sont comme des fous là-bas. Ils ont déjà Leon Bailey, on rappelle, en joueur entre guillemets connu, même s'il est blessé, qui joue en Jamaïque. Et ils sont comme des fous, sauf que Greenwood a expliqué qu'il ne rejoindrait pas la sélection. En tout cas, sur cette trêve internationale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Marseille avant tout, et il veut préparer sa saison avec l'OM. Voilà. Donc, il jouera pas les matchs avec la Jamaïque. Donc, au pays, ça grince un peu des dents. Voilà, maintenant, il veut rester à Marseille pour s'entraîner et pour continuer sa saison du mieux possible. Voilà. Ok. Et Damien, t'avais quelque chose ou pas ? Ouais, j'ai déjà une mauvaise nouvelle pour l'Olympique Lyonnais qui est tombé il y a pas si longtemps. Donc je vais vous l'annoncer. Annoncé titulaire contre le Venezuela cette nuit. Nicolas Tagliafico. Non, pas une blessure, mais non, arrête. A été mis au repos. Alors, certains médias argentins, dont un qui est très fiable, a annoncé que ce serait une blessure musculaire. Et d'autres disent que c'est une simple gêne, mais voilà. Alors, moi j'ai un gros point d'interrogation, c'est pourquoi ils l'ont pris. Enfin bref. Voilà, je suis d'accord avec toi. Ouais. Donc voilà, pour l'instant on ne sait pas vraiment si c'est une blessure ou une gêne, mais il y a
pas mal de médias argentins qui annoncent une blessure musculaire pour Nicolas Tagliafico. Donc voilà, il ne sera pas cette nuit titulaire face au Venezuela. Il est laissé carrément au repos. Donc on verra. Voilà, c'était la petite mauvaise nouvelle que je voulais donner à l'instant. Sinon, ouais, t'as dit le groupe de Marseille vite fait en Ligue des Champions. Enfin, pas le groupe, Non, pas les du oubliés. tout, si tu veux le dire. Bah, en fait, je vais vous dire que les oubliés qui sont importants, mais pas dans toutes les équipes. Côté marseillais, ils n'ont pas retenu Harit, Mopé, Je l'ai dit, Lirola, ça. Garcia. Hein? Je l'ai dit ça. Ah, excuse-moi, je l'avais pas écouté. Ouais. On est deux. J'avais pas entendu Bravo. ça. J'espère que Denis a écouté au moins parce que sinon. S'il y avait Joujou avec les cartons, là, on était mal barrés. Bah, on était moi, rouge. c'est hein. rouge. Je vais dire oui, même si c'est pas vrai. Denis, t'as écouté quand même, non? Ou on te met un rouge? C'est bien ce que je te dis, je vais dire oui, même si c'est pas vrai. Ah, d'accord. Voilà. Merci Anthony Brasseur. Bah, et donc, le Donc, respect. Je pense que tu l'as pas dit, mais bon, c'est pas grave. Hein, Je voilà. veux qu'il nous dise Ah, bah, jaune en commentaire. Ok. Ouais, On jaune, va, ouais. C'est on va rouge, devoir c'est rouge rester, orangé. Tant que c'est pas du vert. Les dernières minutes. Je te laisse finir. David, Voilà. pardon. Non, il n'y a pas de souci. Donc, je vais faire vite fait les clubs étrangers. Il y en a que 4. Hein. Alors, Tottenham, ils ont pas mis dans la liste Madison qui est blessé gravement. Matistel n'a pas été retenu dans la liste de Ligue des Champions. Bissouma, Draguzin et Kulusevski. Côté Arsenal, alors qu'il allait faire son retour sur les terrains, c'est Gabriel Jesus qui ne jouera pas la Ligue des Champions. Et côté Liverpool, ils n'ont pas mis Chiesa. Donc Chiesa figure pas dans la liste de la Ligue des Champions. Alors ça, un joueur qui disait qu'il pouvait rester à la fin. Et bien sûr, là où je suis très content, Chelsea n'a pas inscrit Buenanote. Donc voilà, super prêt de Brighton à Chelsea. Buenanote ne jouera pas de Coupe d'Europe cette année et je ne sais même pas s'il jouera quelques matchs avec aïe. Enfin voilà, c'est super, c'est un super trait, mais c'est bravo. Et un autre truc, donc tout le monde doit connaître, Daniel Levy de Tottenham, le légendaire président de Tottenham, qui avait commencé depuis 2001, donc 24 ans de présidence, a décidé de partir et de laisser la place à Vinay Venkatesham, je ne sais pas si on dit comme ça, et ils ont annoncé qu'il n'y aurait aucun changement dans l'actionnariat. Donc voilà, les actions vont rester, sauf qu'il change juste de président, mais lui se retire. Et donc voilà, je voulais juste vous poser une question. Sur les 20 plus gros transferts d'été, donc européens, combien ont été faits par les Anglais sur les 20 plus gros? Je dirais colossal, je dirais 17. Ouais, Greg? Les 20 plus gros de cet été? Ouais. Par un club anglais, hein. Ouais, combien ont été faits par les clubs anglais? Guigui qui nous dit 16 en commentaire, Joujou 15. 19? Ouais, Denis? À peu près? Un chiffre? Ouais, 19, ouais. Eh ben, c'est Jojo qui a raison, mais il a dû tricher, comme d'hab. Non, Jojo, ouais, 15. 15 sur 20, donc c'est pas mal, hein, 15 transferts. Gros. C'est quoi Donc, le transfert le plus gros hors Angleterre? Hors Angleterre. Hors Angleterre, Le PSG, non? Il me semble que c'est Paris. Avec Zabarni? Il me semble que c'est Paris. Hier, pourtant, j'ai fait la liste. Bah, attends, je vais pas compte, c'est ici. C'est Real Le 37. calepin, il a tout noté dans le calepin. Zabarni 63. Ah non, c'est Bundesliga, Luis Diaz. Combien? Mais Diaz. il Bayern. me semble que tu l'as dit hier en plus. Oui, je l'ai dit hier, mais faut que je me rappelle, il y a tellement de chiffres. Toutes les infos. Voilà, Non, mais parce d'accord, que d'accord. je dis ça parce qu'on nous reproche de pas suivre, mais finalement tout le monde ne suit pas, hein, même la conversation d'hier. Ouais, non, mais Greg n'était pas là hier. Ah, j'étais pas Ah là oui, hier. c'est vrai, c'est vrai. Merci Denis. Denis, on va pas être copains, je vais sortir les cartons. Oh, mais il n'y a pas de souci. Pas de vert surtout. Hein. Ouais, non, le vert, on l'évite. Non, on a que du jaune et du rouge. Ok. Et donc, vite fait pour les résultats qualif Coudion, parce qu'il y en a ce soir en Europe. Hein. Le Kazakhstan s'est incliné chez lui face au Pays de Galles 1-0. La Géorgie s'est inclinée chez elle face à la Turquie 3-2. Pas de but pour Mikotadze, il était bien titulaire. Mais gros match, hein, côté turc, gros match. Lituanie, 1-1 face à Malte. Alors, j'étais étonné, mais je ne savais pas qu'Cardona de Saint-Etienne est maltais maintenant.
Et si, Ouais. on en a parlé encore une fois la dernière fois. Ouais, mais en fait, Greg, on donne trop d'infos, donc c'est compliqué derrière. En fait, Ouais, c'est vrai. je vais vous dire la vérité, c'est que vous avez soit Greg, soit Damien, qui pendant qu'on anime, ils sont encore en train de finaliser certains sujets à préparer pour la fraîche Ligue 1 et l'Europe Arena. Ouais, c'est assez compliqué. Et là, il y a des résultats en cours. Il y a à peu près 67 minutes de jeu. L'Espagne gagne 3-0 en Bulgarie. Pas de but de Yamal pour l'instant. La Belgique mène 4-0 au Liechtenstein. Pas de but de Fofana qui est titulaire. Même pas un but d'un attaquant. Doku a pas marqué. C'est Tillmans. Enfin voilà. L'Irlande du Nord mène 2-1 au Luxembourg. Les Pays-Bas mènent 1-0 face à la Pologne. Et la grosse surprise du soir, les Allemands perdent 2-0 en Slovaquie. Ouais. Pour l'instant, 2-0, 67 minutes de jeu. Mais honnêtement, si les Allemands passent pas cette poule, parce qu'ils ont l'Irlande du Nord et le Luxembourg, derrière, si ça passe pas cette poule. Mais bon, c'est quand même une surprise ce soir. Pour l'instant, les Slovaques mènent 2-0 face aux Allemands. Ouais. Donc voilà. Ouais, Il y a- donc juste... Il y a aussi, ouais, il y a aussi Greg. l'Algérie qui, à la mi-temps, fait un partout contre le Botswana. Oui. En Afrique. Contre qui? Le Botswana. Ah d'accord. C'est un petit pays. C'est quel extraterrestre ça? Ah, ok. Un petit pays. Voilà, 3-0. donc deux actus lyonnaises pour terminer, ça va être vite fait, ça va durer 1 minute. On a Alejandro Gomez qui a marqué avec l'Angleterre U18 pour les supporters lyonnais. Il était même capitaine de ce match, il a des statistiques impressionnantes en sélection. 27 apparitions, 21 buts pour Alejandro Gomez, donc c'est vraiment très bon. Voilà, on a également l'info que l'OL recevra le TFC le dimanche 5 octobre à 15h. Donc voilà, notre premier match de la saison à 15h. Est-ce que l'OL aura digéré son début de saison ou ils seront toujours en période de sieste? Mais je pense que ça devrait le faire pour l'Olympique Lyonnais. Hein. On va croiser les doigts. Donc c'est le dimanche 5 octobre que l'OL accueillera le TFC en marge de la 7e journée du championnat. Et voilà, donc après un mois de septembre, il y aura la Ligue Europa, le voyage à Lille le 28 septembre. L'OL accueillera Salzbourg le 2 novembre. Le 2 octobre à 21h pour la deuxième journée de Ligue Europa. Donc voilà, ça ce sont les dernières infos que j'ai pu vous trouver pour l'Olympique Lyonnais. On va regarder ensemble le classement des meilleurs auditeurs. Alors on a Mister Anthony premier, deuxième Jojo, troisième Anthony Brasseur, quatrième David, cinquième Denis, sixième aux yeux du monde, septième Greg, huitième Jojo. 10e Guigui. Ah, je sais pourquoi je rigole. Voilà, donc je remercie tout le monde. Denis, déjà premièrement d'avoir participé à cette quotidienne en libre antenne, en simultané, ça nous a bien plu. On vous rappelle que demain soir, après, déjà il y aura l'avant-match avec Jojo et également une quotidienne. En fait, vous aurez des infos lyonnaises s'il y en a. Juste avant le match et à 23h vous pourrez suivre le débrief avec moi si vous avez des coups de gueule à passer. Ça ne durera pas longtemps, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure en fonction de votre motivation. À tous, voilà. Donc on a tout dit les gars. Ouais, content quand même que Malik Fofana fait pour l'instant 70 minutes avec la Belgique, c'est bien. Donc sa blessure est plus blessure, donc tant mieux. Ouais. Ouais, c'est bien ça. Bravo Malik. Continue mon petit. Ouais, super nouvelle, voilà pour terminer. Je vous rappelle que la rediffusion intégrale de cette quotidienne sera retrouvée sur YouTube. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci à tous les auditeurs. Et puis à demain soir, parce que demain soir, ça va être 1 heure, 2 heures. 2 heures, ouais, 2 heures de programme facile, hein, l'avant-match et l'après-match. Allez, ciao les gones. Allez, Noël. Allez, Merci à vous les gars. Merci. Merci, Denis.